l'hommage national aux victimes et alors qu'une coalition tente de se mettre en place contre l'État islamique, la France vit toujours sous l'état d'urgence. L'état d'urgence qui permet de restreindre un certain nombre de libertés, liberté de manifester par exemple, qui permettent également des restrictions de liberté, les assignations à résidence notamment. Et c'est donc le monde de l'entreprise, le monde du travail qui est aussi touché. Alors justement, comment vivre, comment travailler surtout donc sous l'état d'urgence? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, je ne vais pas évoquer donc l'impact des attentats et la suite, la méfiance, la peur des Français donc sur le business, sur la fréquentation des cinémas, des magasins. Mais les retombées justement dans l'entreprise, la vie de bureau, son cadre social, le bien-être au travail. On va en parler donc pendant 1 heure. Et puis tout à l'heure à 20h, autre thème toujours lié bien entendu à la lutte contre le terrorisme, une lutte contre l'État islamique. On sera notamment à Moscou, on sera avec aussi Tatiana Kastueva de l'IFRI. François Hollande est en Russie justement. Comment convaincre Vladimir Poutine? Ce sera l'une des questions qu'on se posera. Convaincre de quoi d'ailleurs? Tout est toujours très très compliqué avec la Russie. Allez, je vous présente nos décodeurs de l'écho pour évoquer donc la difficulté peut-être de travailler sous l'état d'urgence. Il y a Bernard Vivier qui est avec nous, qui dirige l'Institut supérieur du travail. Avec nous également l'avocat Florent Millot, avocat associé en droit du travail chez Norma Avocat. Jean-Christophe Sibéras qui est DRH, cité DRH de Solvay, ancien président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. Éric Albert, médecin psychiatre, fondateur de l'Institut français d'action sur le stress. Et puis le magistrat Charles Prats. Alors l'état d'urgence, vous savez, il a été prolongé la semaine dernière de 3 mois jusqu'en février prochain, qui prévoit un renforcement des dispositifs liés à l'assignation à résidence, qui facilite les perquisitions, qui permet des restrictions de liberté d'aller et venir. Bernard Vivier, quelles sont les conséquences pour les salariés, pour les entreprises? Rien apparemment. Puisque les entreprises ont à produire, les salariés à travailler, c'est vraiment une banalité de dire ça. Sauf que dans les entreprises, des questions se posent sur certains comportements et l'on voit aujourd'hui se révéler un certain nombre d'inquiétudes, de préoccupations, qui sont des préoccupations déjà anciennes, sur l'expression du phénomène religieux sur le lieu de travail. Tout ceci a déjà été à peu près cadré, même s'il y a des avancées à faire, des progrès à établir, ça se fait. Que de questions qui se posent. Voilà. Et puis ce que l'on voit, ce sont les organisations syndicales, les partenaires sociaux, être sensibilisés, mobilisés aujourd'hui par ce qui se passe. Le Premier ministre a réuni vendredi dernier les partenaires sociaux à Matignon, 1 semaine juste après les attentats, et a organisé un dispositif qui permette aux partenaires sociaux de se sentir mobilisés, d'avancer. Tous ont avancé dans la même direction, à l'exception notable, peut-être on y reviendra, de la CGT. Mais les autres organisations... Voilà la CGT qui a pris un positionnement un peu particulier, un peu surprenant, regrettant et même s'inquiétant gravement de l'état d'urgence comme presque une atteinte aux libertés, et de ce fait donnant le sentiment que son soutien à la cause pro-palestinienne pouvait avoir quelques risques de dérive. Allons jusque-là, et on sent aujourd'hui un certain jeu un peu ambigu de la CGT. C'est pas évidemment toute la CGT, mais on sent à l'intérieur des risques de montée communautariste que l'on voit aussi dans d'autres organisations syndicales, lesquelles toutes, y compris CGT, savent faire front et refuser tout cela de quelque bord que cela vienne. Alors c'est vrai que ça, vous avez raison Bernard Vivier, ça peut poser la question du droit de manifester. Dans l'actu de la soirée, vous savez, il y a 6 chiffres du chômage au mois d'octobre en France. Ils ne sont pas bons les chiffres de l'emploi. Hausse du chômage d'1,2%, forte hausse, 42 000 demandeurs en emploi supplémentaire. Et 4 associations de chômeurs appellent à manifester le 5 décembre, malgré l'état d'urgence. Tiens, est-ce qu'il le pourrait justement? Charles Prats, magistrat, est avec nous. Si le préfet interdit la manifestation sera illégale. Voilà. Vu les conditions actuelles de sécurité et les risques qui existent, c'est vrai que ça va commencer à poser des soucis. Mais vous savez, vous avez le même problème avec la COP21 qui commence dimanche, avec notamment les Verts. J'écoutais Emmanuel Cos tout à l'heure sur la radio, qui commence à ruer dans les brancards parce qu'on leur interdit des manifestations. C'est interdit jusqu'à lundi à Paris. Voilà. Là, on est en plein dans l'arbitrage qu'il va falloir tenir entre d'un côté
les contraintes de sécurité par rapport au risque terroriste, de l'autre côté la liberté d'expression, plus cette histoire de la COP21. Il faut bien avoir conscience qu'en termes d'agitation propagande, c'est un sujet sur lequel on est déjà revenu dans cette émission, en termes d'agite-prop, la période de la COP21 qui s'ouvre, c'est la meilleure période pour les conflits sociaux, pour les organisations syndicales. C'est-à-dire que la période qui s'est ouverte, si on n'avait pas eu les attentats du 13 novembre, vous auriez eu une kyrielle de manifestations, une kyrielle de grèves, une kyrielle d'actions sociales, parce que le gouvernement aurait lâché, parce que tout le monde aurait lâché à cause de la COP21, de la présence de 150 chefs d'État étrangers, etc., etc. Aujourd'hui, l'état d'urgence, effectivement, permet, dans un contexte sécuritaire, d'essayer de verrouiller un peu les choses et de restreindre la possibilité d'agitation propagande et de profiter du phénomène COP21 pour les organisations syndicales. Voilà, donc là c'est un arbitrage à faire. Tiens, justement, votre regard, Jean-Christophe Sibéras, parce que ce qu'elle a dit, Madame El Khomri, qui est la ministre du Travail, la mise en œuvre de l'état d'urgence n'a pas vocation à restreindre les libertés syndicales et les actions revendicatives. Et les demandes de manifestation seront examinées au cas par cas. Plus facile à dire qu'à faire ? Oui, enfin, si vous voulez, dans les entreprises, le cœur y est pas. Hein. Je veux dire, ça a quand même été des chocs pour tout le monde, pour les salariés, surtout ceux qui travaillent en région parisienne. Mais il y a quand même des zones sensibles en France. On pense à la région Rhône-Alpes, par exemple, lyonnaise. Donc c'est clair qu'aujourd'hui... Pourquoi spécifiquement la région lyonnaise ? Vous pensez à quoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'industries dans la région lyonnaise, donc en fait on a des salariés d'origine extrêmement diversifiée dans la région lyonnaise, donc c'est forcément une zone sensible. D'ailleurs il y a eu des événements graves il y a quelques mois dans au moins une usine de la région lyonnaise. Donc si vous voulez, on va rappeler, il est clair. C'était cette usine chimique où il y avait eu une tentative d'attentat, de faire sauter donc des bonbonnes de gaz, c'était dans le nord de l'Isère. Et le patron de cette boîte avait été donc l'employeur d'un des livreurs avait été donc décapité dans cette usine. Voilà. Donc c'est vrai que du coup dans les usines de chimie, c'est le secteur auquel j'appartiens, il y a effectivement une vigilance très grande, mais c'est vrai que là il y a eu un tel état de sidération collective après ce qui s'est passé le 13 novembre que effectivement on sent bien que dans le climat social dans les entreprises on peut toujours dire le droit de grève n'est pas évidemment qu'il n'est pas du tout atteint, ou le droit de manifester, il en est d'ailleurs effectivement pas question. Ceci dit, même du côté des organisations syndicales ou du côté des salariés, l'heure n'est pas voilà, il y a même des entreprises où il y avait des mouvements d'action qui ont été prévus, ils sont pas interdits hein, mais les syndicats d'eux-mêmes les ont décalés, les ont reportés. Les syndicats se freinent un petit peu en ce moment, Bernard Vivier, vous qui scrutez justement ce monde syndical. Les syndicats sont évidemment à l'unisson de ce que les salariés et les Français pensent, c'est-à-dire traumatisés, en tout cas, une grande solidarité. Et cette réunion qui s'est tenue vendredi dernier à Matignon a permis au Premier ministre de se dire, bien, le monde patronal, le monde des organisations syndicales, à quelques nuances près, sont là et sont bien dans leur rôle d'organisation qui, dans la société, structure la société. Une organisation syndicale, comme une organisation patronale, elle reflète la base et dans toutes les ramifications. Vous savez, les unions départementales sont nombreuses, les unions locales sont nombreuses. Ce sont des centaines et des centaines d'implantations. Donc, il y a une capacité du mouvement syndical à ressentir et à également porter vers la base les préoccupations des salariés. Éric Albert, vous qui dirigez l'Institut français d'action sur le stress, dans ces conditions extrêmement difficiles, les syndicats sont de bons auxiliaires justement pour venir soutenir, aider, réconforter, conseiller les salariés qui se posent nécessairement des questions? Ce qui est sûr, c'est que le travail a un rôle de régulateur. Dans ces moments-là, le fait de venir au travail, le fait d'être dans une communauté, le fait de pouvoir avoir un temps, et le lundi qui a suivi les événements, on l'a vu partout dans les entreprises. C'est-à-dire que l'entreprise s'est quasiment arrêtée, et le travail avait un rôle fondamental. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permettait de nous retrouver ensemble, de partager notre émotion, de pouvoir réguler cette dimension d'émotion et de reprendre quelque chose qui nous déconnecte de la peur. Parce que il y a une hiérarchie dans les émotions. On dit, est-ce que les gens sont perturbés par le risque sur la liberté individuelle? Aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce qui domine, c'est la peur. Et la peur est tellement forte que cette émotion-là, comment est-ce qu'on répond à cette émotion-là? Et donc,
les frustrations, les ras-le-bol, enfin les envies de revendication arrivent très très en dessous en termes d'intensité émotionnelle. Donc le travail a ce rôle que probablement plus d'autres structures n'a, évidemment un peu la famille quand elle existe, mais il n'y a pas d'autre structure qui a ce rôle, qui permet aux gens de venir. C'est pour ça que ceux qui sont restés chez eux le lundi, en réalité, sont allés plus mal. Ah, oui. Ceux qui sont allés travailler, en fait, ils ont peu ou pas travaillé, peu importe, mais ils sont retrouvés dans une communauté. Et alors, il y a un effet induit qui est tout à fait intéressant, qui est qu'on se rend compte de l'importance de la solidarité. On se rend compte de l'importance du soutien des autres par rapport à ça, et ça redonne un élan tout à fait important de solidarité dans l'entreprise. L'avocat spécialiste dans le droit du travail, Florent Millot. Oui, je vais réagir à ce que vous disiez, c'est que moi je l'ai noté au travers des clients qui ont, suite aux événements du vendredi soir et dans le week-end qui a suivi, souhaité avoir des nouvelles des collaborateurs au sein des entreprises. Et le recueil d'informations est pas toujours évident parce qu'on est en plus à la limite de la vie privée et donc ça pose des questions aussi juridiques de ce point de vue-là. Et les organisations syndicales ou les représentants du personnel au sens plus large ont été un vecteur de recueil d'informations et un relais pour faire un peu le décompte de la force des ressources humaines au sein de l'entreprise. Un nouveau rôle quelque part pour les organisations syndicales, Jean-Christophe Sibéras. Oui, je crois que l'organisation syndicale, c'est sa fonction, d'ailleurs, c'est de regrouper les salariés ou un ensemble de salariés qui se reconnaissent dans l'organisation. On l'a peut-être un petit peu oublié, c'est pour ça. Et c'est pas seulement une fonction revendicative, c'est une fonction de se regrouper, de se retrouver ensemble, de parler, d'échanger. Comme on est dans des moments très graves, ce qui se passe, c'est que finalement, on voit bien les sujets essentiels permettent de reléguer parfois des choses qui étaient finalement des broutilles, qui étaient peut-être mises en avant. Et là, on est dans un moment où il y a des discussions sur l'essentiel. Et c'est vrai que, on va dire, l'entreprise, c'est intéressant parce que c'est perçu comme un lieu de sécurité, de protection. Et d'ailleurs, la première chose le lundi matin, franchement, première chose, y a-t-il des collaborateurs qui auraient été touchés, etc. C'était vraiment la première question de tout le monde. Et je peux vous dire, dans le week-end, on y a travaillé. Enfin, en tout cas, essayer de recueillir des éléments d'information. Mais après, la deuxième chose que les salariés attendent des entreprises, et toute l'entreprise, c'est de les protéger. Et donc, effectivement, d'élever les mesures de sécurité dans les entreprises. Et c'est ça qui s'est passé. Mais si vous voulez, c'est intéressant parce que du coup, il y a une attente par rapport à l'entreprise, voyez-vous, qui est extrêmement forte, qui dépasse bien le travail, la prestation dans ces moments-là. C'est une bonne surprise quelque part. Mais oui. Bernard Vivier, l'Institut supérieur du travail. Oui, les organisations syndicales jouent naturellement dans la société un rôle de solidarité. C'est le slogan, tous ensemble. Et en ce moment, c'est particulièrement fort. J'étais la semaine dernière dans un congrès syndical de la CFTC. Et de façon spontanée, totalement spontanée, le Congrès a chanté la Marseillaise. Bien comme on la chante de temps en temps, comme demain on va voir le drapeau tricolore. C'est pas du patriotisme. Vous avez déjà vu ça dans un congrès syndical ? À la fin des congrès, oui, dans certains congrès, on chante l'International, on chante la Marseillaise aussi, par exemple à la CGT, mais là c'était spontané. Des délégués musulmans sont venus à la tribune, ils ont été également applaudis. Et j'en viens à ce que je veux dire d'essentiel, c'est que les organisations syndicales aujourd'hui jouent un rôle de prévention contre les risques de xénophobie dans le monde du travail. Parce que ce qui se passe crée chez les salariés un risque de rejet de l'autre, et tout particulièrement des salariés musulmans ou des salariés hors frontières. Or, le mouvement syndical a pour fonction de rassembler et justement d'apaiser les inquiétudes et de chasser les peurs xénophobes. Très intéressant. Il y arrive ou il n'y arrive pas, mais en tout cas, il joue ce rôle. Oui, oui. Alors, je le disais, donc, on est dans un état d'urgence, donc, qui va durer jusqu'au mois de février, avec notamment la possibilité d'assigner à résidence un certain nombre de personnes, toute personne dont l'activité est dangereuse pour la sécurité et l'ordre public. Décision prise par le ministre de l'Intérieur, par les préfets, puisqu'on est en état d'urgence, c'est hors cadre judiciaire. Depuis 2 semaines, cet état d'urgence qui a permis donc un certain nombre d'assignations à résidence, je crois presque 300 à peu près, et au travers d'un certain nombre de récits, on a pu voir des hommes, des femmes, au travers dans des reportages, montrer que ces assignations à résidence ne seraient pas toutes justifiées. Des hommes, des femmes contraints de rester donc à la maison
au détriment de leur travail. On voit ça avec Jean-Baptiste Huet, puis je reviens juste après pour vous poser de très nombreuses questions. Les exemples fleurissent ces derniers jours, notamment dans la presse écrite, des témoignages de personnes assignées à résidence pour des motifs parfois sujets à caution, des salariés qui se retrouvent du même coup en porte-à-faux avec leurs employeurs. France Info rapporte sur son site internet le cas d'un jeune homme assigné à résidence et qui a l'obligation de pointer 4 fois par jour au commissariat. Il lui est reproché d'avoir envoyé du courrier et de l'argent à un détenu. Ne pouvant plus se rendre à son travail, son employeur, pris par l'émotion, envisage de le licencier. Autre exemple, évoqué sur le site internet de France Télévisions, un homme de 31 ans, adepte du paintball, aurait été en contact avec un réseau d'islamistes présumés, des faits qui remontent à 20 ans. Devant pointer 2 fois par jour, il risque également de perdre son travail. Ceux qui recherchent un emploi sont également touchés. Le Monde.fr explique comment un ancien éducateur pour jeunes en grande difficulté se retrouve aujourd'hui cloîtré chez lui pour avoir conduit à l'aéroport à 2 reprises un imam considéré comme radical. L'homme qui venait d'achever une formation dans la restauration financée par Pôle emploi ne peut plus poursuivre ses recherches. Toutes ces décisions sont administratives et par conséquent, les avocats n'ont pas accès au dossier tant que celui-ci n'a pas basculé dans le judiciaire, d'où la difficulté pour eux de défendre leurs clients. Depuis l'instauration de l'état d'urgence en France, presque 300 personnes ont reçu l'ordre de rester chez elles. Voilà donc quelques exemples regroupés par Jean-Baptiste Huet pour les décodeurs de l'écho. Florent Millot, avocat donc spécialiste du droit du travail chez Norma Avocat. Qu'est-ce qui prévoit le code du travail pour des personnes assignées à résidence? Elles perdent leur travail ou pas? Le code du travail prévoit rien. En l'occurrence, c'est les tribunaux qui se sont prononcés, la Cour de cassation, où on a un certain nombre de décisions. Alors, je ne sais pas si on en a sur l'assignation à résidence, mais en tout cas sur la détention provisoire ou la détention tout simplement du salarié. Il faut prévenir quand même son employeur. Je crois que c'est au moins une règle essentielle. Ah bah oui, à minima, il faut prévenir son employeur de son absence. Après, la question est qu'on voyait dans le reportage, c'est celle quid de l'exécution du contrat, puisque évidemment, la personne est assignée à résidence, elle ne peut pas accomplir ses fonctions et ses missions. Alors, qu'est-ce qui se passe? En tant que tel, c'est pas un motif de rupture du contrat de travail. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail parce que un salarié est assigné à résidence. Il faudra qu'il puisse démontrer les conséquences préjudiciables que ça cause à l'activité de l'entreprise, du service. Ce qui veut dire que dans certaines situations, on peut très bien imaginer avoir des personnes qui sont assignées à résidence. Alors sur des périodes longues, là, peut-être que magistrat Charles Prats qui va prendre la parole, qui nous expliquera cela. Mais on peut très bien imaginer que le contrat de travail ne soit pas rompu, et ça sur des périodes assez longues. Charles Prats, on entendait dans le sujet de Jean-Baptiste Huet ce sentiment d'injustice quand même venu de certaines personnes assignées à résidence qui se considèrent un peu comme victimes là pour le coup. D'abord, il faut voir au cas par cas et voir ce qu'il y a dans les dossiers. Il faut bien comprendre ce qu'est l'assignation à résidence dans le cadre de la loi d'état d'urgence. Ça vient d'être modifié puisqu'effectivement auparavant la loi de 55 était pas très claire et notamment les voies de recours étaient prévues auprès d'une commission administrative qui n'existait pas. Ça pouvait poser problème. Donc maintenant, avec la modification de la loi qui est intervenue cette semaine, c'est le juge administratif classique qui est compétent, le juge des référés, article 151-2 du Code de justice administrative, le référé liberté. Donc c'est faux de dire que les avocats n'ont pas accès au dossier, puisque si la personne veut contester son assignation à résidence, elle saisit le juge des référés administratif. D'ailleurs, le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire, mais elle peut avoir un avocat. Et comme c'est une décision administrative individuelle défavorable, elle doit être motivée absolument. Voilà, ça c'est un principe qui date de la loi de 79. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que l'assignation à résidence? L'assignation à résidence, légalement, c'est l'obligation de rester chez soi un maximum de 12 heures par tranche de 24 heures, avec une obligation de pointage éventuellement 3 fois maximum dans la journée. Voire 4 fois, hein, c'est ce qu'on nous disait. C'était l'ancien régime, mais là, le nouveau régime, la loi a bien été cadrée, c'est 12 heures maximum au domicile, avec une obligation de pointage 3 fois par jour. Ça veut dire qu'on peut travailler quand même pendant les 12 autres heures? Ça signifie que, globalement, il n'est pas impossible d'aller travailler. Voilà. Alors, sauf si l'assignation à résidence, c'est la journée, et qu'après, la personne, on lui dit, allez jouer, n'est-ce pas, la nuit tous les chats sont gris, donc allez faire l'oiseau de nuit. Et en général, c'est plutôt assignation à résidence la nuit, et la journée vous pouvez aller travailler avec une obligation de pointage pendant les heures d'ouverture, comme quand quelqu'un est sous contrôle judiciaire, donc éventuellement 2-3 fois par jour à la gendarmerie ou au commissariat de police. Jean-Christophe Sibérès, vous êtes DRH, je sais pas, vous êtes au courant ou pas que l'un des collaborateurs est assigné à résidence? Parce que
Quelle réputation quand même pour ce monsieur ou cette dame. C'est sûr que dans le contexte d'aujourd'hui, un collègue à qui ça arrive, même s'il vient travailler entre ses pointages au commissariat ou je ne sais où, c'est sûr que ça va pas être facile. Bon, ceci dit, vous savez, l'entreprise... On le sait ou pas? Vous le savez ou pas? Est-ce qu'il y a un devoir d'information ou pas? Alors, attendez, quand quelqu'un est assigné à résidence, il va vous le dire. Je veux dire, s'il travaille, s'il est salarié, nos salariés, ils ont envie de travailler et surtout d'être payés. Donc, s'ils sont pas là, on peut pas les payer. Donc, de toute façon, ça pose un problème pour eux. Donc, je veux dire, le salarié, il va prévenir son entreprise fort spontanément et fort naturellement. Mais le point que vous évoquez, c'est ça, c'est de dire, c'est un collègue qui va... Il est peut-être pas coupable, peut-être qu'il y a des sûrement que sur les je ne sais combien de centaines de cas, il doit y avoir quand même des cas où les dossiers sont fragiles. 300 cas depuis 2 semaines à peu près. Mais bon, ceci dit, c'est vrai que par rapport à ces collègues, il y a une espèce de regard un peu suspicieux, quand il est là, ou quand il revient une fois que l'assignation à résidence, parce que ça va peut-être pas durer toute la vie, tout ça, etc. Bon, après nous, dans les entreprises et en tant que DRH, si vous voulez, notre boulot, c'est quand même de dire, il y a des règles dans la société, dans l'entreprise. On les applique même quand les situations sont graves, si vous voulez. Il ne faut pas condamner des gens sans avoir des éléments sérieux. Hein. Une assignation à résidence n'est pas une condamnation. C'est pas une condamnation à une peine de prison. On n'a pas commis une faute quand on est forcément assigné à résidence. C'est plus une mesure conservatoire de précaution que prend la société par rapport à des gens dont elle souhaite se protéger. Voilà. Donc, si vous voulez, nous, les entreprises, on ne va pas forcément licencier que ça. Par contre, effectivement, le risque, et si jamais, effectivement, il peut y avoir des petites entreprises où effectivement, quand quelqu'un n'est pas là et qu'il y a absolument besoin de le remplacer et qu'on n'y arrive pas, surtout quand l'entreprise est petite, là effectivement, c'est possible effectivement de se séparer d'un collaborateur et parce qu'on est obligé de le remplacer. Il faut bien, on ne peut pas accumuler des collaborateurs dans des conditions pareilles. Oui. Bon, on va continuer dans un instant. Comment travailler donc sous l'état d'urgence, hein. On parlera à nouveau du prosélytisme justement dans l'entreprise. Hein. La fiche S, la fameuse fiche S au travail aussi. Le droit de retrait aussi d'un collaborateur, d'un salarié qui pourrait se sentir menacé, par exemple un serveur sur une terrasse, on ne sait jamais, voilà, on peut se poser tout à fait ce genre de questions. Et puis, quel est l'état d'esprit, l'état du stress justement dans les entreprises 2 semaines après? Voilà, beaucoup de questions pour nos décodeurs de l'écho. On revient vite sur BFM Business, à la télé, à la radio, à tout de suite. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, tout à l'heure à 20h, hein, restez avec nous, une grande spécialiste de la Russie, hein, Tatiana Kastueva, donc chercheur à l'IFRI, justement. François Hollande est en Russie cet après-midi, vous savez, dans le cadre de sa grande tournée diplomatique. Comment convaincre Vladimir Poutine dans la lutte contre l'État islamique et puis évidemment la suite du processus politique en Syrie avec le cas de Bachar al-Assad. On sera donc tout à l'heure avec elle dans les décodeurs de l'écho. En attendant, on continue de se poser la question, comment travailler sous l'état d'urgence? Oui, on a parlé tout à l'heure des assignations à résidence, de la liberté de manifester, du stress également peut-être dans les entreprises, on va y revenir. Tiens, quid du droit de retrait? Florent Millot, vous êtes avocat associé en droit du travail chez Norma Avocat. Tiens, imaginons un serveur traumatisé par ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu donc il y a 2 semaines lors des tueries donc du vendredi 13. Il se dit, j'ai peur. Est-ce qu'il peut prétendre justement à ce droit de retrait? Je prends cet exemple, il y en a évidemment des milliers d'autres. Hein. Dans l'exemple que vous donnez là, moi je dirais non. Le droit de retrait, c'est une situation de travail qui présente un danger grave et imminent. Donc, si je reprends le même exemple que celui que vous avez donné, le serveur qui est à son poste de travail, qui voit arriver une voiture à vive allure qui s'arrête en pilant, à ce moment-là s'en va en courant, on peut considérer que oui, là il y a exercice du droit de retrait. Donc on est vraiment sur une situation spécifique dans l'exercice du droit de retrait. Donc tout ça est très très encadré. Oui, Éric Albert aussi, c'est important que vous soyez là. Vous êtes médecin psychiatre, fondateur de l'Institut français d'action sur le stress. L'exemple donné par Florent Millot, très juste, la voiture qui pile, elle arrive à vive allure, elle pile, ça peut... Il y a des tas de gestes maintenant, on a peur nécessairement. Comment ils sont les salariés depuis 2 semaines? Sans entrer dans... Là on est dans un cas très particulier. Si on regarde les situations très générales, on voit bien que par exemple les salariés ils ont peur des transports en commun. Oui.
Et d'ailleurs, d'où les embouteillages gigantesques qu'il y a eu. Donc il y a une vraie peur autour. Ça ne va pas s'arrêter avec la COP21. Ça va pas s'arrêter. C'est un énorme. Une vraie peur autour des transports en commun. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises ont demandé aux salariés de réduire au maximum leurs déplacements, d'utiliser beaucoup plus le téléphone et les systèmes de vidéo. Et c'est parfaitement légitime, dans le cadre dans lequel on est, de tenir compte de la peur des gens. Et de faire en sorte que, alors que les gens ont peur, d'apporter un certain nombre de réponses, à la fois en sécurité sur l'entreprise, mais aussi beaucoup autour de l'écoute des gens, de la prise en compte de leurs peurs, et donc d'utiliser des situations de télétravail qu'on n'aurait pas fait habituellement. On retrouve des heures de gloire, le télétravail, en ce moment? Ça c'est sûr, on va avoir de plus en plus de télétravail, on va permettre, alors qu'on ne sera pas forcément exactement dans le cadre, parce que je vous rappelle, le télétravail, il faut avoir une vraie pièce pour ça, on va peut-être pas vérifier tout, mais on va pas respecter absolument justement le cadre juridique. Vous savez, le fameux week-end dans lequel on s'est inquiété pour les uns et les autres, il y a eu des chaînes de mails qui sont passées, dans lequel on a envoyé des mails à tout le monde en disant où est-ce que vous en êtes, est-ce que tout va bien, etc. Et tout le monde a répondu à tout le monde. Ça s'est fait de façon extrêmement spontanée. Et on ne s'est pas posé la question, est-ce qu'on rentre dans la vie privée des gens? Ça n'a plus aucune espèce d'importance. Et Jean-Christophe Sibéras est avec nous, DRH, ancien président de l'Association nationale des DRH, actuellement donc à la tête donc des ressources humaines chez Solvay, grand groupe chimiste franco-belge. Oui, on est 2 semaines après les attentats, on est à la veille de l'hommage national. Avant-hier, on apprenait qu'il y avait une tentative d'attentat sur le site de la Défense. Les salariés, comment vous les trouvez? Ils sont quoi? Ils sont tristes, ils sont tendus, ils sont vigilants, ils sont stressés, ceux que vous croisez? Je dirais qu'ils sont graves. Il est grave au sens de la gravité, si vous voulez. On plaisante moins, l'ambiance est plus lourde. Je pense que Noël cette année, ça ne sera pas un Noël comme les autres, on le sent bien. Ils sont en même temps attentifs à ce que l'entreprise, c'est ce qu'on disait, soit souple et les respecte. Parce qu'effectivement, tous les salariés ne réagissent pas pareil. Vous avez des salariés qui, par histoire, par personnalité, sont moins sensibles que d'autres. Par contre, nous, par exemple, ce qu'on a donné, c'est on dit qu'il ne faut pas forcer les gens. Il y a des réunions qu'on a maintenues, des formations, etc. Mais vous avez des gens qui, effectivement, qui malgré tout, ont des peurs qu'ils ont du mal à surmonter. Donc on peut les aider, mais en même temps, c'est pas toujours facile. Je donne un exemple parce qu'il est très, très concret. En plus, il faut voir que beaucoup d'entreprises en France, elles sont mondiales, elles ont des collaborateurs un peu partout. Quand vous faites des réunions au siège, s'il est à Paris ou par exemple à Bruxelles, ce qui est mon cas, évidemment, quand vous êtes très loin, vous voyez quoi? Les émissions de télévision, vous avez finalement presque plus peur quand vous êtes à Sao Paulo, ce qui est un peu paradoxal, ou à New York, que finalement quand vous êtes à Paris. Donc effectivement, on s'aperçoit que c'est pas forcément d'ailleurs les peurs des seuls collaborateurs qui sont en France ou à Paris ou près des cafés, des restaurants. Ça peut être aussi des collaborateurs qui sont très éloignés, mais qui effectivement interagissent énormément avec le siège, avaient des déplacements prévus. Donc du coup, beaucoup d'entreprises, assez logiquement, quand ça prend des proportions, et c'est vrai, le gouvernement américain, par exemple, vient d'indiquer aux Américains, ne venez pas en Europe en ce moment. Évidemment, pour beaucoup d'entreprises qui sont en France, vous n'allez pas dire non, venez quand même, le gouvernement américain ne dit que des bêtises. Voilà. Donc vous êtes obligé de tenir compte aussi des positions qui sont prises par les gouvernements. On a eu la situation de la Belgique qui a pris quand même des mesures extrêmement énergiques et fortes. Donc, si vous voulez, les entreprises en ce moment qui sont globales, on doit s'adapter aux collaborateurs, aux nationalités, aux positions prises par les pouvoirs publics des différents pays. C'est vrai qu'on vit une période quand même qui nécessite d'être très réactif et très adaptable. Et les salariés, ils ont plus peur à Paris ou en province, à votre avis, Eric Albert? Clairement, Paris, Bruxelles, et autour des grands lieux, et la défense là, avec l'annonce de l'intention d'attentat, toute la défense s'est inquiétée énormément. Non, ce qui est intéressant sur la peur, c'est de voir que c'est complètement indépendant du niveau hiérarchique. Vous avez des dirigeants de très haut niveau qui ont peur, qui ont annulé tout de suite leur voyage. Puis à côté de ça, vous avez des gens qui se déplacent, qui auront pris le métro, avec lesquels ça fait rien du tout. Donc ça n'a rien à voir. Ouais. Alors, le prosélytisme dans l'entreprise, on en parlait, et c'est la présidente de la RATP ce soir, Elisabeth Borne, qui a décidé la création, donc la semaine prochaine, au 1er décembre, d'une délégation générale de l'éthique qui lui sera directement rattachée afin de mieux faire appliquer donc la laïcité, donc à la suite des attentats de Paris. Parce que dans cette affaire, vous vous en souvenez,
l'un des tueurs donc des massacres de Paris du 13 novembre. Il avait travaillé à la RATP avant de quitter la société il y a 3 ans au moment de poursuite pour fait de terrorisme. Et d'ailleurs, depuis quelques années, la RATP, elle constate une multiplication d'incidents liés à la religion, principalement parmi les 17 000 conducteurs de bus. Est-ce que les lieux de travail, c'est une terre de prosélytisme, au-delà de la RATP, on ne va pas faire le procès de la RATP, puisque la présidente de la RATP s'empare elle-même du dossier. Allez, le magistrat qui est Charles Prats, vous voyez, vous le savez, ça ou pas? Surtout, pour revenir très rapidement sur la RATP, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est ce qui est sorti dernièrement, c'est que vous avez 2 cas de personnes du groupe de sécurité de la RATP qui sont armés, eux, voilà. Qui se sont vus retirer leur port d'armes parce qu'ils étaient fichés à la DGSI. Donc il y a un vrai sujet. Et comment on en arrive là, pardon Charles Prats, comment est-ce que les agents assermentés, ils sont assermentés, ceux qui font, c'est le groupe de sécurité et protection des réseaux, ceux qu'on croise dans le métro, le RER, qui sont en bleu, qui ont une arme, c'est massif, etc. Comment est-ce qu'on arrive à savoir, quelques mois, quelques années après, que ces gars-là, ils ont des choses à se reprocher? C'est pas qu'ils ont des choses à se reprocher. Les services de renseignement, ils sont radicalisés, voilà. Les services de renseignement font leur travail. À partir du moment où ils détectent des personnes qui peuvent présenter un risque, ils les fichent et derrière ils regardent un petit peu qui fait quoi. Mais on parlera peut-être tout à l'heure des fichiers S, mais le simple fait d'être fiché au fichier des personnes recherchées ne veut pas dire que vous avez été condamné, ne veut pas dire que vous avez commis une infraction. Donc on ne peut pas vous virer de votre entreprise simplement parce que vous êtes fiché S. En revanche, il peut y avoir des mesures administratives de sécurité qui sont prises. Par exemple, des gens qui sont armés à la RATP, leur retirer leur habilitation au port d'armes parce que voilà, c'est comme ça. Par exemple, des gens qui ont des badges d'accès en zone aéroportuaire, en zone réservée, leur retirer les accréditations d'accès en zone réservée parce que ça peut présenter des risques, etc., etc., etc. Voilà. Donc là, vous avez une possibilité qui est faite, et c'est d'ailleurs juridiquement la seule possibilité d'action qu'il y aurait pour que l'État intervienne dans des entreprises privées ou publiques ou parapubliques, ce serait d'avoir un certain nombre de fonctions qui soient soumises à agrément administratif, et à ce moment-là, l'autorité administrative ne délivrerait pas l'agrément ou le retirerait si elle a des soupçons. Mais on ne peut pas transférer par contre ces informations, j'anticipe peut-être sur vos questions, aux entreprises privées, parce que les entreprises privées ne sont pas censées avoir des informations soit de sécurité nationale, soit des informations relevant du casier judiciaire, parce que là ce serait une atteinte totale aux libertés et on aurait un vrai souci. Voilà. C'est ça le problème. Florent Millot, avocat, Bernard Vivier, un chef d'entreprise, ne doit pas forcément être au courant qu'un de ses collaborateurs, qu'un de ses salariés donc est sur le fameux fichier S. On n'a pas à le savoir. D'ailleurs, on a découvert tous l'existence de ces fiches S à l'occasion des événements. Ce qu'on en comprend, pour la majorité des... Le problème, c'est que médiatiquement, on découvre l'existence des fiches S à chaque attentat. Voilà, comme par hasard, à chaque fois, l'un des tueurs... Et c'est le problème, c'est ce que demande la population, c'est comment se fait-il que les gens, on les connaissait à chaque fois, et quid après? Alors, Florent Millot et Bernard Vivier. C'est un outil de travail avant tout, ces fiches S pour les services de police et de renseignement. Tout à l'heure, Jean-Christophe Sibéras rappelait la présomption d'innocence sur un autre sujet. Voilà, c'est pas une condamnation judiciaire. Et donc un employeur, une entreprise n'a pas à avoir accès à ces informations. Bernard Vivier. Oui, les religions ne sont pas l'ennemi de la République. Et la République n'a pas pour mission de faire la chasse aux faits religieux. Attendez, là, on ne parle pas du fait religieux, on parle de la richesse, de radicalisme, donc de dangerosité. Dans une entreprise, un chef d'entreprise n'est pas un auxiliaire de police. Il n'a pas à dénoncer, à dire telle personne a des comportements suspects. Chef d'entreprise, il a à faire fonctionner son entreprise. Maintenant, il a des outils, il a des devoirs, il doit assurer la sécurité des salariés, il doit assurer la sécurité des biens, des personnes, et il doit évidemment faire travailler tout le monde. Parce que, pour répondre à votre question, nous avons 25 millions de personnes qui tous les jours travaillent en 7 à 8 heures ensemble. Donc évidemment, il faut travailler ensemble. La réponse, pour cela, elle n'est pas dans des discussions d'ordre moral ou philosophique ou politique ou religieux, elle est d'ordre pratique. Une personne travaille et refuse comme hiérarchique une femme, c'est pas parce que la personne a une religion qu'elle est critiquable. C'est parce que quand on veut travailler, il faut qu'en France, une femme puisse donner des ordres à un homme. Voilà, point. Non, et là, les codes sont clairs. Le code du travail est très clair. Voilà, c'est une infraction, bien sûr. Écoutez ce que dit Laurent Berger, ce que disait Laurent Berger avant-hier à Guillaume Paul, à Edwige Chevrillon dans le RH. C'est le numéro de la CFDT, bien sûr. Il faut prendre en compte les différentes religions dans l'entreprise, les reconnaître parfois, mais dès que les bornes sont franchies, il ne faut pas avoir d'état d'âme. Écoutez Laurent Berger.
Il faut distinguer donc ce fait religieux qui nécessite, quand il y a des revendications de ce type-là, de discuter par le dialogue lorsqu'elles sont dans un cadre de nos principes républicains. Et puis, il faut distinguer la radicalisation qui peut être en cours pour certains. Quand il y a radicalisation et qu'elle est manifeste, parce qu'on refuserait de serrer la main à une collègue femme, parce qu'on refuserait de prendre un bus parce qu'il a été conduit par une collègue femme, ou toute autre forme qui pourrait être prendre. Ce sont des actes qui méritent d'être sanctionnés. Il n'y a pas d'état d'âme pour la CFDT en la matière. Voilà, Laurent Berger, c'était donc avant-hier sur BFM Business. Éric Albert, Jean-Christophe Sibéras, Matignon affirme vouloir mieux détecter la radicalisation au travail. Il y a un comité de suivi qui va être mis en place, un guide sur la gestion du fait religieux dans les entreprises, élaboré par la ministre du Travail, Madame El Khomri. Les entreprises ont négligé ou pas le phénomène ? Éric Albert. Il y a des choses comme elles sont. Les entreprises vous nous dites ont oui. Toléré. Mais bien sûr, l'exemple qui est donné de serrer la main ou de la hiérarchie. De refuser les ordres du on sait bien que les grandes entreprises, on citait la RATP, mais il y en a beaucoup d'autres, ont aujourd'hui toute une partie de leur population sur laquelle on a toléré ça. Et qui aujourd'hui ont cette attitude. Donc il y a, je pense, à l'évidence, il y a eu toute une série de... Pour des raisons très simples, hein, c'est que c'est très compliqué. Et comment est-ce que je respecte l'individu? Il vous explique que lui, c'est sa vision des choses. Et on n'est pas du tout suffisamment exigeant dans l'entreprise, justement, sur les comportements du vivre ensemble. Ça, je crois que, de ce point de vue-là, ces événements, je pense, vont aider à être un peu plus rigoureux autour de ça. Et ça va se concrétiser comment, Jean-Christophe Sibéras, vous, DRH, on va être plus vigilant au moment de l'embauche, par exemple? On va s'attacher plus à certains signes, par exemple? Est-ce qu'il va y avoir davantage de sanctions? Racontez-nous. Alors, effectivement, il y a des manifestations de convictions, on va dire religieuses, et les convictions religieuses sont vraiment respectables et doivent être respectées. Là-dessus, on est d'accord. Comme l'a dit Laurent Berger, la question c'est les limites, les bornes, les lignes rouges à pas franchir. Et effectivement, il faut en poser un certain nombre. La première, c'est qu'il ne faut pas porter atteinte à la sécurité. Vous avez des gens qui se baladent avec des foulards, des pendentifs, etc. S'il y a un risque de sécurité, ça ne se discute pas, donc c'est stop ou c'est dehors. Hein, ça, il faut qu'on soit tout à fait clair. Après, il y a une autre frontière qui est plus compliquée, c'est celle du prosélytisme. C'est-à-dire quand on essaye, là c'est une ligne rouge. Je veux dire, qu'on ait des convictions, c'est une chose. Qu'on utilise l'entreprise comme un lieu où on fait du racolage de religion, c'est pas possible. Ceci dit, avec des témoignages, à un moment donné, il faut que l'entreprise dise stop, ça s'arrête là. Il y a des règlements intérieurs, c'est obligatoire dans les entreprises de 20 salariés. Il y a des sanctions, il faut savoir sanctionner. Après, il y a des cas où les salariés vous demandent des assouplissements. Ça peut arriver. Hein. Moi j'ai été dans l'automobile, on a accordé, et en soi c'est pas choquant si ça vous désorganise pas l'entreprise. Franchement les salariés, si on les respecte, y compris leurs convictions personnelles, faut aussi se dire on n'est pas des robots, les salariés ils ont le droit d'avoir, et si l'entreprise peut s'organiser, si ça dérange pas, il faut savoir le faire aussi. Ce qui est important, c'est comme toutes les lignes, c'est comme dans l'éducation, hein, avec les enfants, il y a des moments, il faut que les limites soient bien claires. Hein, que les gens soient prévenus à l'avance. Elles n'en ont pas toujours été. Notamment au moment du recrutement. Quand vous recrutez quelqu'un, que vous pouvez avoir quelqu'un qui arrive avec des insignes religieux, etc., il faut le dire tout de suite. Il faut dire attention, c'est beaucoup trop voyant. C'est pénalisant à l'embauche. Quand vous voyez un gars arriver... Alors, tant pis, après on interprétera ça comme on veut, mais un gars qui arrive avec une barbe, un pantacourt, un petit peu, façon djihadiste, etc. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est sûr que ça va pas être un atout. Oui. Franchement, moi je me dis ce gars-là, non mais attendez, je sais pas si c'est un radical, mais ça doit être un gars qui est pas très malin. Je vais pas forcément le recruter si je vois ça arriver. Oui. Très bien. Florent Millot, avocat, Norma, avocat. Fixer des règles claires, en effet, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, sur la question du prosélytisme, c'est très difficile. On est sur un terrain glissant du point de vue juridique parce que dans la situation que vous décrivez, on peut vite riper vers la discrimination. Bah oui. Et donc fixer la règle claire, évidemment, on ne va pas pouvoir dire les gens qui portent une barbe, on n'en veut plus. Sinon, ça pose une... Charles Prats, c'est ce qu'on dit, un barbu c'est un barbu, 3 barbus, c'est barbus. Donc c'est assez difficile de poser la règle claire, et on l'a vu notamment alors on n'était pas sur la question du prosélytisme, mais dans l'affaire Babylou par exemple, ne serait-ce que sur le port du voile. Où il a fallu... Rappelez-nous la crèche Babylou, donc la justice, elle avait finalement... Alors elle avait finalement, il avait fallu s'y prendre à 2 fois.
fois parce qu'il y avait un appel, oui. C'est-à-dire que la Cour de cassation, dans un premier temps, dit que finalement, ça revenait à dire que le port du voile était autorisé dans la crèche. Et finalement, non. Et finalement, elle est revenue sur cette position. Et dans une décision où elle restreint quand même très largement le port, il n'y a pas de portée générale à sa décision. Jean-Christophe Sibéras. Oui, mais attends, je reviens sur le prosélytisme, parce que c'est quand même une vraie question. Pourquoi on réagit, nous, vis-à-vis du prosélytisme? C'est parce que les salariés, ils sont ennuyés, voire, je dirais pas plus, et qui viennent nous voir en disant, dites, ce gars-là, il a ses idées, mais qui ne viennent pas les répandre chez nous. Donc nous, on est responsable d'une entreprise, on a envie que ça se passe bien, et que donc, il faut qu'on arrête quand ça crée des désordres et que les salariés commencent à se plaindre de telles attitudes. Donc je veux dire, le juridisme, d'accord, mais je veux dire, il y a un moment donné, il faut qu'on vive ensemble dans une entreprise, tous ensemble. Et l'objectif d'une entreprise, c'est quand même de produire avec une certaine harmonie entre les gens. Dans les entreprises, dans le monde du travail, il y aura un avant et un après, 13 novembre 2015, mais un vrai avant, un vrai après, pas comme pour Charlie Hebdo. Bernard Vivier. Je reste plus mesuré. Nous sommes évidemment en ce moment dans une situation grave sous le choc de l'émotion, mais je crois que ces phénomènes-là sont déjà anciens, que les entreprises ont eu à traiter ces questions-là, que ce soit le repas, le choix du menu, le jeûne, la prière, et toutes ces situations sont déjà travaillées dans les entreprises, et de façon très simple par rapport à la finalité de l'entreprise, qui est de rassembler des personnes pour qu'elles travaillent ensemble. Donc je prends l'exemple de la prière, par exemple. Ben, c'est au cas par cas. On ne va pas installer des salles de prière, puis une chapelle, une église, une synagogue. Non, une entreprise, c'est un lieu où l'on travaille. Donc simplement, pratiquement, on aménage ici ou là, au cas par cas, mais on fait en sorte que tout le monde travaille ensemble. Allez, le mot de la fin, le magistrat Charles Prats. Juste pour dire, parce qu'il faut toujours être un petit peu créatif en droit, toute action de prosélytisme dans une entreprise privée ou publique d'ailleurs, qui a pour effet d'embêter, d'ennuyer les autres salariés, c'est pénalement réprimé. Ça s'appelle du harcèlement moral. Et quand vous regardez les éléments constitutifs du harcèlement moral, vous n'avez pas besoin d'avoir un lien hiérarchique entre le harceleur et le harcelé. Une personne qui serait même au plus bas niveau, mais qui enquiquinerait les autres salariés, en faisant du prosélytisme, pénalement, ça s'appelle du harcèlement moral, et il suffit simplement de le dénoncer. Et vu l'ambiance actuelle, je pense que les parquets se feraient un plaisir de poursuivre. Merci à tous. Merci Charles Prats, magistrat avec nous également. Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. L'avocat Florent Millot, associé donc en droit du travail chez Norma Avocat. Jean-Christophe Sibéras, le DRH de Solvay. Et puis Eric Albert, à la tête de son institut qu'il a fondé, l'Institut français d'action sur le stress. Il est médecin psychiatre. Dans un instant, Hollande en Russie. Va-t-il convaincre? A-t-il convaincu Vladimir Poutine? On en parlera avec la grande spécialiste de la Russie qui est Tatiana Kastrueva, elle est chercheure à l'IFRI. A tout de suite, rendez-vous dans 2 minutes avec les décodeurs de l'écho. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.